petites idées. Personnellement, j'avais été intrigué parce que l'on trouve parfois dans certaines vitrines de musées qui sont des haches préhistoriques percées qui proviennent d'Amérique et qui manifestement sont... On ne sait pas trop ce que cela peut être, équilibreur de javelot ou objet de parure, les fameuses Bannerstone, qui en Europe ne rencontrent pas beaucoup d'intérêt. Pour revenir à la démarche créatrice, parfois les artistes hésitent. Armand, par exemple, à la fin de sa vie, hésitait s'il devait être marchand d'art africain ou s'il devait continuer. Et certains pensent en effet que l'acte de collectionner des objets africains, par exemple, peut porter atteinte à sa création. Oui, c'est exact. Maintenant, je m'intéresse aussi à des choses comme l'art brut, par exemple. Et il existe, pour en revenir à l'Ouest africain, la collection de Murtala Diop au Sénégal, où c'est une collection d'art contemporain qui rappelle assez ce que les surréalistes appelaient les demeures désinspirées, toutes ces choses d'art populaire au bord des routes, où par exemple on a les immigrés italiens de monsieur et madame Satseta à Wingles, près de Lens, ont accumulé tout un ensemble de collections de ready-made, c'est-à-dire de sculptures, ça va du nain de jardin aux reproductions de Michel-Ange, etc. Et là, c'est du facteur cheval démultiplié. Et eux considèrent donc que cette accumulation de collections, cette collection d'objets tout prêts, aboutit à une sorte de création. Création, oui, mais pas forcément artistique. Ah. Ça va être le problème. Voilà, c'est un des problèmes. Voilà. Et en effet, et on verra donc évidemment en conclusion si jamais on peut parler d'art à propos de la mise en scène, du soclage, etc. Bien sûr. C'est là tout l'intérêt du débat. Et n'ayez crainte, on vous donne la parole très vite. Donc nous accueillons encore notre dernier intervenant, donc Jean Metzger, que j'ai présenté tout à l'heure, pour nous parler des cuillères. Oui, je vais essayer de vous laisser la parole assez vite aussi. Bien. Donc, je vais plus vous donner un témoignage personnel et ça sera à vous de conclure peut-être plus, même si j'ai mes propres pistes et on va les voir. Donc, je vais vous parler de ma propre trajectoire, de mes motivations pour la collection, et ensuite d'une motivation principale, que j'estime centrale. Et j'estime qu'elle répond dans la tête de beaucoup de gens à quelque chose d'important. Alors, initialement, donc, je suis uniquement collectionneur de cuillères, point, depuis 40 ans. Et comment j'ai commencé, c'est un peu tout bête. J'ai assisté au Japon à une cérémonie du thé. Et lors de cette cérémonie, j'ai été frappé par, disons, l'esthétique. Là aussi, le mot beau, le mot esthétique sont à définir, et ça ne se définit pas. C'est pas un concept, comme disait c'est Kant qui disait que c'est pas un concept. Ce n'est valable que quand c'est reconnu universellement, ce qui est beau. Et donc c'est à chacun de nous et à nous ensemble de dire si quelque chose est beau ou pas. Bien. Donc, lors de cette cérémonie du thé, j'ai admiré, disons, une louche donc en bambou, parce que sa forme était extrêmement, pour moi, épurée et me parlait. Bon. Donc, je me suis dit, tu ne vas pas partir du Japon. C'était en 1973, donc il y a un peu plus de 40 ans. Donc, tu ne vas pas partir du Japon sans rapporter cette louche. Et c'est comme ça qu'a commencé la collection de cuillères. Bon, il y avait déjà quelques cuillères à domicile, mais c'est à partir de là que je me suis dit, l'homme, à travers des objets simples, usuels, a su créer, a su élever son âme, créer du beau. Et voilà un petit peu, mais c'est mon appréciation des choses. Donc voilà ce début de collection. Ensuite, bien sûr, si j'ai commencé comme ça, c'est aussi parce que, comme je dirais presque chacun d'entre nous, on a été collectionneur
tout jeune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime que 30% des personnes sont collectionneuses de quelque chose. C'est quand même assez énorme. Hein. Bon, mais tout petit, bon, il y a celui qui collectionne les billes, etc. Bon, ben, c'est vrai que j'ai fait partie de ceux-là dès le départ, donc il y a déjà peut-être un virus qui m'avait déjà atteint à ce moment-là, quoi. Et j'en viens à les raisons, mes motivations, disons l'ensemble de mes motivations. Donc il y a bien sûr un goût de l'aventure, un goût de découverte que je peux trouver à travers les expositions, les musées, les brocantes, les eBay, enfin tout ce que vous voulez. Et il y a aussi peut-être cette envie de posséder, tout simplement. Bon. Mais pour les cuillères, j'ai découvert assez tôt une parole d'André Chastel, donc c'est lui qui a voulu l'inventaire du patrimoine. Il a dit faire l'inventaire du patrimoine, c'est recenser toutes les richesses de la cathédrale à la petite cuillère. Bon, donc effectivement, ça a peut-être marqué quelque part. Bien, je crois que très tôt, j'ai cherché à voir qu'est-ce qu'il y avait comme histoire derrière chacun des objets que j'avais. Et c'est vrai que même à travers les cuillères, si on en a chez nous de nos arrière-grands-parents, on ne connaît pas forcément l'histoire qui les a accompagnés. Souvent, on ne sait même plus à qui elles ont appartenu, etc. C'est la même chose pour les pièces africaines. Les sculpteurs africains, ils étaient connus dans leur village et dans les villages autour, mais finalement, on n'en sait plus rien aujourd'hui. On ne sait plus quel est le sculpteur qui a fait telle pièce de tel peuple, de telle ethnie. Donc c'est ça qui m'a intéressé, c'est de retrouver quand même un certain nombre d'histoires à travers les cuillères. Or, ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, ce qui est essentiel à travers ma propre collection, c'est de retrouver du sens aux objets. Et je vais essayer de vous donner quelques exemples qui, justement, donnent du sens. Quand j'ai voulu que soit exposé à la Bibliothèque Forney, à l'Hôtel de Sens, ma propre collection, j'ai voulu que quelques tableaux, quelques iconographies y soient présentes. Et notamment un tableau de David qui est au musée de Bruxelles et qui s'appelle La Vierge à la soupe au lait, qui est la Vierge qui donne à manger à l'enfant Jésus avec une cuillère. L'enfant Jésus lui-même a une petite cuillère d'enfant. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on y réfléchit? Ça veut dire que chacun d'entre nous, il a été confronté à ceci, c'est-à-dire à partir du moment où notre mère arrêtait de nous donner le sein, hein, elle a été obligée de nous donner peut-être le biberon, mais en tout cas de nous donner des aliments broyés avec une cuillère. Donc la cuillère, dès notre propre enfance, elle nous ramène à notre mère à travers un objet qui est médiateur. Pour prolonger cet aspect médiateur des cuillères, j'ai découvert aussi un autre aspect, c'est celui que décrit Primo Levi ou que décrit Marceline Loridan dans leur bouquin, quand lui et elle étaient prisonniers en camp de concentration. Ils disent la première chose que le personnel nazi qui nous gardait, la première chose qu'il faisait, c'était de nous enlever les cuillères. Ça veut dire que l'homme était obligé d'être réduit à l'état de bête, c'est-à-dire de laper sa soupe. Et ça aussi, c'est un signe très fort pour moi qui montre combien les cuillères sont là aussi médiatrices et nous humanisent quelque part. Médiatrices entre la nourriture et nous, mais entre les hommes et nous.
voilà par exemple un deuxième sens. Maintenant, si je vais en prendre un troisième, c'est celui de l'Afrique. En Afrique, les gens ne mangent, ou ne mangeaient pas, en tout cas au XIXe siècle, avec des cuillères. Ils mangeaient avec leurs mains, parce qu'il fallait non seulement qu'ils goûtent, qu'ils voient, qu'ils sentent la nourriture, mais qu'ils la touchent. Hein. Or, l'Afrique, c'est le pays qui a produit pratiquement le plus de cuillères différentes, variées, extrêmement, enfin, toutes sortes. Bon. Pourquoi ? Parce que les Africains attachent un sens rituel et un sens symbolique aux objets. C'est un peu ce que disait Julien Bordas tout à l'heure. Dans les objets, il y a un esprit qui parle pour les Africains. D'ailleurs, quand un Africain coupe un arbre ou coupe une branche pour faire un masque ou une cuillère, il dit « je choisis ma branche parce que l'esprit de l'arbre va aussi être dans l'objet ». Et ça, c'est quelque chose qui, pour eux, donne du sens également. Donc, alors, effectivement, on trouve des cuillères, par exemple, qui servent à l'initiation des jeunes. Et l'initiation des jeunes, c'est-à-dire le passage de jeunes à adultes, est quelque chose d'extrêmement fort en Afrique. Bon. C'est tellement fort que les jeunes qui suivent, qui sont soumis à l'initiation, ils ne passent pas de crise d'adolescence, par exemple. Hein. Ça veut dire qu'ils sont reconnus adultes et avant, ils étaient jeunes. Ils ont le droit de se marier, etc. Avant, enfin, se marier, d'avoir une épouse, et avant, ils étaient jeunes. Donc, voilà encore un sens de cuillère rituel, mais il y en a des tas d'autres. Et on pourrait également parler de tous les sens symboliques. Alors, je vais en prendre un parce que je l'aime beaucoup. Il est sur une de ces photos, mais je vais vous faire passer l'ensemble des photos parce que de loin, vous ne verrez rien. Donc, il s'agit de la deuxième cuillère à partir de la gauche pour vous. Hein. C'est une cuillère Ifugao. Hein. C'est une cuillère Ifugao, donc du nord Philippines, de l'île de Luzon. Et cette cuillère Ifugao, elle représente donc un penseur. Bon, c'est une cuillère qui sert aux gens la vie de tous les jours. Ils l'ont sur eux. Ils ont la cuillère sur eux. Et en fait, c'est beaucoup plus qu'un penseur. C'est la position fétale, parce qu'il a les deux genoux repliés, mais c'est aussi la position dans laquelle ils mettent leur mort. Ils enterrent leur mort. Ça veut vraiment dire que de la vie, enfin de la naissance à la mort, il y a un sens, on a le droit et on doit penser entre les deux. Voilà par exemple, à travers une cuillère, ce que l'on peut voir comme sens. Bon, je pourrais encore multiplier les exemples. Ce que je peux dire, c'est que c'est pas une pub que je vais faire, mais je dirais que j'ai été étonné par tout ce que les gens ont pu écrire dans le livre d'or après avoir vu l'exposition. Ça veut dire que pour eux, ce que moi je trouvais avoir du sens, avait du sens aussi. Hein. C'est-à-dire quand ils disent, alors il y a un plein, cette exposition sublime, l'artisanat, alors ça c'est plutôt esthétique, on ne verra plus notre petite cuillère de la même façon, merci de nous avoir mis l'eau à la bouche, très beau, très divers, très instructif, on rêve. Bon, c'est des paroles comme celle-là qui montrent quel est le poids que peuvent avoir des objets et qu'est-ce que nous, on peut, disons, nous collectionneurs, on peut, disons, susciter chez les autres. Hein. Alors, je serais assez d'accord avec Alexandre Benoît, avec mon voisin, pour dire que on n'est pas tellement créateur d'art, si vous voulez, mais on peut susciter et disons, favoriser à ce que les uns et les autres
vous sentiez, à partir de votre propre culture, votre propre démarche, ce que vous jugez esthétiquement beau. Je suis aussi tout à fait d'accord, et je prolonge un petit peu, alors c'est encore autre chose, ce qu'a dit mon voisin, parce que je crois qu'effectivement, le goût des belles choses, le goût du sens à travers les belles choses, a été passablement, disons, modifié, tordu presque, à cause de l'argent. Hein. Il y a eu dernièrement un article dans Le Monde qui s'appelait « Bête comme un collectionneur ». Bon, alors, il y avait une page là-dessus. C'est quand même assez provocateur hein, de la part du Monde. Bon. Et pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce qu'en fait, il dit autrefois, l'essentiel de nos collectionneurs exerçaient des professions libérales. Ils étaient curieux, prenaient le temps de visiter les galeries, de discuter, de s'informer. Aujourd'hui, ils veulent juste savoir si ça va monter. Bon, alors, vous voyez, il y a effectivement quelque chose qui peut être faussé à travers notre propre approche. Hein. C'est vrai que moi, j'ai acheté des pièces extrêmement de coûts extrêmement différentes les unes des autres. C'était pas ça mon problème a priori. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Si peut-être pour conclure, moi j'ai trois directions en fait qui me marquent à l'heure actuelle. D'une part, c'est celle qui a été évoquée par Anthony Meyer, c'est qu'on est obligé quelque part de faire voir ce que l'on a, on est obligé de partager oralement, mais de partager aussi, de montrer tout simplement. Pourquoi? Parce que ça crée des liens avec d'autres personnes. Et là, je l'ai vécu extrêmement fortement, tant à travers le livre qu'à travers l'exposition. Donc ce besoin de créer des liens, je l'ai ressenti très fort. Deuxièmement, moi personnellement, je crois que je suis sensible à ce qui peut être beau. C'est ce que je vous ai cité, par exemple, pour la première cuillère japonaise. Et on est tous comme ça, hein, plus ou moins. Et je crois que cette question de donner du sens, c'est-à-dire de retrouver la vie des hommes et des femmes, hein, à travers un objet tout simple comme la cuillère, ça me porte. Voilà. C'est tout.